De l'herbe. Vous voyez ce qui arriverait si on vous croyait. J'espère que le temps ne sera pas trop long. Bonsoir à tous. Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, on n'a pas attendu TF1 pour censurer des propos choquants à la télévision. Vous et vos petits copains, vous feriez pas la différence entre une queue de billard et un aiguillon électrique? Il n'y a pas de différence si on parle de souffrance. Et là, jouez pas à ça avec moi, hein. Je suis dans ce de métier depuis 20 Attends, ans. ce Et salopard. ma réputation parle d'elle-même. C'est bien dommage que les animaux ne puissent faire la même chose. Puisque vous avez commencé avec les chevaux et les veaux, pourquoi non? Vous n'allez pas aussi sauver les puces, les mouches et les punaises, ce sont des animaux, je crois bien eux aussi, non? Alors, hein, si tous les gens arrêtaient un peu, les mouches dans ce... Vous êtes prêts? C'est parti pour Razorback. Alors, Razorback est un film d'horreur australien sorti en 1984 et réalisé par Russell Mulcahy. Né à Melbourne en 1953, il débute en tant que monteur en Angleterre, puis commence sa carrière de réalisateur d'abord pour des vidéoclips, notamment pour des artistes tels que Duran Duran, Elton John ou encore Queen. Il se dirige enfin vers le cinéma pendant la fin des années 70 avec un inestimable documentaire, Derek and Clive Get the Horn, relatant la dernière collaboration du célèbre duo comique. Mais c'est vraiment durant les années 80 que son style va s'affirmer. Outre le film du jour, le cinéaste va accéder à la consécration avec son œuvre la plus connue à ce jour, Highlander. L'histoire d'un chevalier écossais devenu immortel devant tuer les autres de son espèce pour le prix ultime aura certes un succès modéré en salle, mais deviendra un classique instantané des années 80 grâce notamment à ses bonnes ventes sur le marché vidéo, regroupant au casting Christophe Lambert, Sean Connery et Clancy Brown, sans oublier l'excellente musique de Queen qui accompagne le film. À ce moment-là, on se dit que la machine est lancée et que le cinéaste va pouvoir enchaîner. Ben pas vraiment. 5 ans plus tard, Mulcahy met en scène la suite de Highlander, le retour, mais le constat n'est plus le même. Problème de production et scénario réécrit maintes fois, le film est massacré par la critique et le public, pire encore, il en devient même incohérent par rapport aux enjeux du film original. Et ce n'est pas les différentes director's cut, parce que oui, il y en a plusieurs qui vont changer grand chose. Dès lors, il va enchaîner avec des films de moyenne voire piètre qualité. Le thriller Ricochet avec Denzel Washington en 1991, l'adaptation du comic book The Shadow avec Alec Baldwin en 1994 ou encore Résurrection en 1998 où le cinéaste retrouve Christophe Lambert pour une histoire de tueur en série assez violent. Bref, vous l'aurez compris, les années 90 auront été très difficiles pour Russell Mulcahy, son esthétique clipesque ne s'adaptant plus aux normes cinématographiques demandées par les studios et le public en termes de divertissement, et ce n'est pas les années 2000 qui vont arranger les choses. Resident Evil Extinction, troisième volet d'une saga débile réussissant l'exploit de nouveler vers le bas une œuvre culte du jeu vidéo, ou encore Le Roi Scorpion 2, suite du spin-off de La Momie qui sortira directement en DVD parce que personne voulait voir ça. Et en plus, il y a plus de rock dans le rôle principal, donc aucun intérêt. Fait de haut mais surtout de bas, Russell Mulcahy a toujours gardé une gratuité stylistique et un certain orgueil en tant que metteur en scène, ce qui lui a causé du tort dans les différentes sphères cinématographiques. Néanmoins, ses défauts sont pour lui sa force pour mettre à l'écran son identité visuelle assez conservateur. Mais revenons aux années 80. Alors que le cinéma fantastique australien commence à prendre de l'ampleur suite au succès de Mad Max, on propose à Mulcahy un survival horrifique où un animal à la taille dépassant l'entendement décime tout sur son passage. Ainsi sort en 1984 Razorback. L'histoire Beth Winters, une journaliste américaine, débarque dans l'outback australien pour enquêter sur le massacre de kangourous. Sur place, elle disparaît dans des conditions étranges. Son mari, Carl, se rend sur place pour savoir ce qui s'est passé. Il va rapidement comprendre qu'un géant Razorback menace les lieux. Pour le tuer, il va être aidé de Sarah, mais surtout du vieux Jack, un chasseur qui cherche à se venger suite à la perte de son petit-fils 2 ans auparavant à cause de la créature. Alors que les animaux ont très souvent été une menace du genre horrifique très forte, que ce soit les crocodiles, les serpents, voire les araignées, Russell Mulcahy, quant à lui, décide de filmer la menace via un Razorback, une sorte de gros sanglier, pour nous livrer l'un des meilleurs représentants de ce qu'on appelle l'osploitation. Osploitation est un terme cinématographique créé durant les années 70 pour désigner le cinéma d'exploitation australien. Si son meilleur représentant reste Mad Max, qui a clairement popularisé ce sous-genre, on peut également citer d'autres œuvres importantes comme Patrick, Turkey Shoot, Next of Skin, voire récemment Wolf Creek ou encore The Reef. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous conseille l'excellent documentaire Next Quite Hollywood, The Wild Untold Story of Osploitation, dressant un portrait détaillé de ce mouvement cinématographique qui a inspiré bon nombre de cinéastes pour le genre fantastique, tout ça grâce au pays des kangourous. Ou des Razorbacks, parce que c'est quand même le sujet de la vidéo. Je trouve pas ça drôle.
Filmé de manière dynamique et multipliant les plans de qualité par des visuels vraiment forts, Mulcahy questionne à travers le monstre la nature humaine à travers ses errances et ses corruptions en y dévoilant ses pires mais également ses meilleurs aspects, permettant de replacer l'homme par rapport à la nature, ici le désert, tout en se confrontant à une créature presque mythologique qui peut broyer n'importe quel être vivant grâce à ses cornes et sa mâchoire. Adapté du roman de Peter Brennan, Razorback est une excellente variation des Dents de la Mer, où la menace ne vient pas de la mer mais de l'outback australien et où par un lointain horizon, la créature peut attaquer à tout moment. Présenté comme une série B, le film lorsqu'on l'analyse plus en profondeur se révèle beaucoup plus dense et riche en détails et en thématiques, n'hésitant pas à perdre le spectateur sur la construction narrative non linéaire, suivant Beth Winters qu'on pense être le personnage principal au début pour finalement au bout d'une vingtaine de minutes disparaître pour laisser place à son mari menant l'enquête sur sa mort. Le tout agrémenté d'un aspect onirique et d'une aspérité stylistique dans la mise en scène, filmant son décor via un mariage de couleurs fort en métaphore avec ce ciel tantôt bleu, tantôt rouge, des jeux d'ombre et les jets de vapeur permettant de jouer sur la présence du monstre, mettant plus l'accent sur la suggestion pour faire monter la tension. Bon aussi parce que la créature animatronique ne pouvait pas bouger toute seule et qu'elle tombait souvent en panne, il a fallu faire preuve d'ingéniosité et d'inventivité dans le découpage, l'éclairage et le choix des cadres pour que l'effet reste efficace pour le spectateur. Certes, quelques personnages manquent de charisme, par exemple le personnage de Carl qui est assez mou du genou, mais c'est quand même rattrapé par les deux frères redneck totalement tarés. Et le climax est malheureusement prévisible malgré une mise en image spectaculaire et rythmée, mais Russell Mulcahy digère parfaitement ses références. Des oiseaux de Papy Hitchcock aux vieux films de monstres des années 50 comme Tarantula où les monstres attaquent la ville, le cinéaste s'imprègne des codes propres au genre pour livrer un survival reposant sur une certaine dichotomie entre le chasseur et le chassé, la notion du deuil et le contraste entre les leçons de vie des gens de la ville et la dure réalité par rapport à des territoires jamais explorés. Un choc des cultures où Carl va devoir survivre et se battre dans un espace sauvage pour rééquilibrer les forces en présence. Esthétiquement, le film est une pure merveille pour qui aime le cinéma genre des années 80, imagerie filtrée, transition inventive, lumière irréelle, mouvement de grue voire montage énergique notamment pour les scènes d'attaque, un travail impressionnant dû en partie au chef-op Dean Semler qui aura également mis en évidence son talent sur Mad Max 2 et Danse avec les loups. Sans oublier cette musique synthé propre à l'époque qui pourra en énerver plus d'un pour qui n'aime pas ce style, mais qui s'accorde parfaitement à l'ambiance surréaliste du film. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Honnête mais sublime série B qui aura gagné ses galons suite à la mise en lumière de son auteur dès son film suivant, Razorback s'approche souvent du Z et aurait pu éviter certaines errances dans le scénario, notamment dans sa deuxième moitié, mais la mise en scène plastique et dynamique de Russell Mulcahy arrive malgré tout par sa fabrication artisanale à vieillir plutôt bien grâce à son lyrisme et son ambiance pesante dans la gestion de l'horreur. Parvenant à distiller un sentiment de peur par une créature pouvant apparaître n'importe où et où chaque apparition restera marquante pour le spectateur. À bientôt presque 40 ans, cette œuvre reste l'un des meilleurs fleurons du film d'attaque animale et vaut encore aujourd'hui le coup d'œil pour les fans ardus du genre. Razorback est un film culte à découvrir d'urgence. Mon Dieu! Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc Razorback, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez découvrir le cinéma de genre australien, celui-là est clairement l'une des références majeures. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.